Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour cet atelier. Bonsoir Anne Plumier. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter rapidement et je vous laisse ensuite. Donc, Anne Plumier est directrice d'école en Belgique, à Liège, dans la circonscription de Liège. Et donc, l'atelier dont elle va nous parler aujourd'hui s'intitule Choisir de se former par la recherche plutôt que par la formation en neurosciences. Dit autrement, comme vous le voyez sur l'écran, expérimenter la formation par la recherche-action. Donc, Madame Plumier va nous présenter son document et ensuite, on aura tout loisir d'échanger. Vous pourrez poser des questions. Je vous laisse la parole, Madame. Merci. Donc, bonsoir à tout le monde. Je vais vous partager l'expérience de mon équipe qui vit maintenant depuis 1 an et demi une formation par la recherche. Alors, je vais vous expliquer comment et pourquoi on est entré dans ce projet-là, comment on l'a construit, quelles sont les attentes, les impacts que l'on espère de ce projet, pour terminer par une conclusion sur les leviers qui sont actionnés pour que ça marche. Alors, l'entrée en projet, en fait, j'ai eu la chance de suivre, voici 2 ans, un peu plus de 2 ans, une formation sur les neurosciences cognitives avec Pascal Toscani. J'ai vraiment accroché avec le sujet et j'ai été particulièrement impressionnée par le concept de la plasticité cérébrale. Et j'ai vraiment souhaité partager ces apports avec mon équipe enseignante. J'ai donc contacté Pascal qui m'a parlé de la possibilité d'une formation par la recherche. Et pour moi, c'était vraiment pertinent de pouvoir intégrer les neurosciences dans l'école pour plusieurs raisons. C'est pour apporter bien sûr plus et mieux à tous les élèves. Et puis parce que dans notre école, nous vivons l'intégration d'élèves avec des difficultés spécifiques et que la mise en place d'aménagements pour eux, mais comme pour tous les élèves, demande une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau. J'avais envie aussi de fédérer mon équipe autour d'un projet fort. Et puis alors en Belgique, en tout cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, chaque école doit écrire un plan de pilotage. Le but, c'est bien sûr d'améliorer les résultats de nos élèves aux différentes épreuves, aux épreuves internationales. Et on doit donc écrire à partir de toute une série d'indicateurs chiffrés ou non, des objectifs et des stratégies pour parvenir à améliorer donc les résultats. C'est le moment idéal d'y intégrer les neurosciences. Je dois vous préciser qu'avant de pouvoir se lancer dans cette démarche auquel nous, on n'est pas habitués d'enseignants-chercheurs, il est important d'abord d'avoir l'adhésion de tous les enseignants de l'équipe et aussi que les enseignants s'engagent à participer à toutes les journées et s'investissent dans les lectures et les travaux qui leur sont demandés. Voici en fait le processus de la recherche-action qui nous a été proposé par Pascal. Donc, cette recherche-action se déroule sur 3 ans. Nous, on est en plein dedans puisqu'on est au milieu de l'année 2. Donc, on a créé toutes les activités que l'on va faire avec les enfants et on est juste avant la phase d'expérimentation avec eux. Ce processus de recherche-action, donc comme je vous l'ai dit, c'est une recherche qui a bouleversé nos habitudes d'enseignants praticiens. Et maintenant, on peut déjà faire un premier constat, c'est que, oui, on ose avouer qu'il y a eu des réticences, des craintes, surtout en début de processus. La crainte d'une charge de travail trop lourde, beaucoup de lecture. Le sentiment aussi de ne pas être à la hauteur, voire même d'être incompétent face à la complexité des théories qui nous ont été présentées. La difficulté de se projeter, de comprendre vers quoi on va, de saisir parfois les objectifs. Puis le besoin de concret, d'outils à pouvoir réinvestir directement dans notre classe. Alors au-delà de ça, une fois qu'on a vraiment été mise dans le projet, je parle au féminin, mais je suis désolée, dans mon équipe, nous ne sommes que des femmes.
Voilà. On constate quand même que par rapport à la formation traditionnelle, ici, cette recherche-action met en place vraiment des démarches actives, aussi bien individuellement que de l'équipe. Il y a une prise de recul par rapport à ces pratiques qui est beaucoup plus importante. Que, grâce aux allers et retours entre apports du chercheur, questionnement du praticien, on constate dans l'équipe qu'il y a une meilleure appropriation des concepts et on fait le pari aussi que l'implémentation de ces concepts sera bien plus durable dans nos pratiques pédagogiques. Et puis, je pourrais dire aussi que l'éclairage des théories sur des pratiques que l'on met parfois intuitivement en place dans sa classe permet un ajustement ou en tout cas une meilleure compréhension de ces pratiques et donc une évolution. On rentre maintenant dans vraiment la construction de notre projet. Donc, nous avons dû choisir en équipe le thème de recherche sur lequel on allait travailler. Le choix a été difficile parce que les fonctions exécutives sont vraiment intéressantes à travailler. Et finalement, nous, on a décidé de privilégier le travail sur l'erreur parce qu'on a pris conscience de la puissance de l'algorithmicité cérébrale dans les démarches mentales et de l'importance d'amener l'élève à en comprendre le processus pour lui permettre d'ajuster, de modifier ses présentations. Et donc, une fois ce choix fait, on s'est penché sur la problématique. On a dit quelle stratégie mettre en place pour amener l'élève à prendre conscience de ses erreurs, à émettre des hypothèses pour justifier ses erreurs et puis à émettre des hypothèses pour y remédier. Alors, avant de réfléchir aux activités en elles-mêmes, il a fallu d'abord qu'on se mette d'accord sur une trame commune à toutes les enseignantes autour du travail sur l'erreur. Et pour ça, on a décliné des axes qu'on voulait aborder avec les enfants. Alors, le premier axe, c'est celui qui est en vert. C'est celui de la connaissance de son cerveau, comprendre son fonctionnement pour se rendre compte aussi que le cerveau peut parfois se tromper avec une première approche de l'algorithmicité. Ensuite, on va aussi travailler sur le fait que l'erreur, ça n'a rien de dramatique, que ça fait partie de l'apprentissage, que l'erreur est utile et que c'est un levier dans l'apprentissage pour finalement comprendre que c'est en s'exerçant et en s'entraînant au questionnement métacognitif qu'on va pouvoir réajuster ses démarches mentales, que l'élève va progresser. Et cette étape du questionnement métacognitif, c'est vraiment le centre, le cœur de notre travail sur l'erreur. Et on espère bien sûr que l'erreur, vue comme outil de progression dans les apprentissages, ça va continuer. L'élève va continuer à intégrer le questionnement métacognitif tout au long de son parcours scolaire et tout au long de sa vie, quelque part. Alors, je vous ai mis après quelques exemples d'activités. Donc, en fait, chacune des sous-branches de cette carte mentale va être déclinée en activités qui sont bien sûr différentes en fonction de l'âge des enfants. Par exemple, ici, quand on va travailler sur la découverte du cerveau, pour les enfants d'école maternelle, c'est-à-dire chez nous des enfants de 2 ans et demi à 6 ans, cette activité-ci porte sur prendre conscience de la présence d'un cerveau dans notre tête. Et donc, un petit exemple d'activité, c'est danser avec son corps sur des chansons gestuelles, découvrir aussi son visage pour ensuite arriver au cerveau, avec un livre notamment, Explore au cerveau, et je vous ai mis là quelques exemples de chansons. Pour les élèves de 6-8 ans,
on va travailler, par exemple, quand il s'agit de dédramatiser l'erreur, de la relativiser, c'est faire vivre aux élèves une première approche de l'erreur, l'expliquer, la dédramatiser avec eux. Et pour ça, voici par exemple une des activités que les enseignants vont vivre avec leurs élèves. Et elles vont leur demander de dessiner un poisson en respectant des consignes très précises. Et une fois que tous les élèves auront terminé, eh bien, voilà, ils vont observer leur dessin, ils vont les comparer, vérifier si tout le monde a bien respecté ce qui était demandé, identifier les erreurs. Et puis, ensemble, ils vont proposer des pistes pour améliorer les dessins de chacun. Et au final, pour dédramatiser l'erreur, on va réaliser avec eux une grande fresque avec tous les dessins, une grande fresque de mère collective. Et puis, on va se rendre compte au final qu'on peut tous progresser, toujours progresser et s'améliorer au contact des autres notamment. À partir de là, on peut leur présenter des erreurs de génie. Hein. Et puis, très vite, alors, on va déjà passer à une première définition de l'erreur. On peut se tromper car on n'a pas été attentif, car voilà, toutes sortes de raisons. Et pourquoi? Chez les plus grands, j'ai pris une activité qui est dans l'axe du questionnement métacognitif et c'est arriver à créer une typologie des erreurs. Donc, c'est partir des erreurs courantes que les élèves font et on va les aider à les identifier et à en donner les caractéristiques. Voilà, par exemple, on va leur demander d'écrire une consigne dans une langue qui leur est étrangère. Ils ne vont pas du tout comprendre ce qu'on va leur demander de faire. On va leur donner des consignes qui comprennent un vocabulaire particulier, qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser. Ils ne vont pas du tout savoir de quoi on parle, etc., etc. Donc, on va les mettre devant des difficultés pour qu'ils puissent verbaliser, exprimer ce qui leur a posé problème par rapport à ces consignes-là. À partir de là, on va donc répertorier ces erreurs, créer une typologie, et puis il y aura tout le questionnement métacognitif, toutes les hypothèses qu'ils vont pouvoir émettre pour savoir comment ils vont remédier à leurs erreurs. Alors, nos attentes par rapport à ce projet, quand on l'aura terminé, il doit y avoir bien sûr des impacts positifs tant au niveau des élèves que des parents que de l'équipe. Et c'est tout d'abord redonner vraiment un statut positif à l'erreur, amener un changement de regard par rapport à celle-ci, que les élèves, les parents comprennent comme les enseignants que l'erreur est essentielle à l'apprentissage et qu'elle fait partie intégrante de la vie de tout le monde et que l'erreur est inévitable quand on apprend. Et ça, comprendre ça, c'est rassurer chaque acteur et surtout les élèves qui peuvent parfois se bloquer s'ils ont peur de se tromper. Alors, pour l'élève, mais c'est apprendre à réfléchir sur son erreur. On ne reste pas sur l'erreur en disant « mince, je me suis encore trompée ». Non, on va plus loin. L'aider à réfléchir pour voir qu'il est capable de faire évoluer ses stratégies mentales et qu'il est capable de trouver des solutions. L'erreur est donc vraiment vue comme un outil de progression et elle prend tout son sens à ce moment-là. Alors, quels sont les leviers qu'il faut vraiment activer pour pouvoir favoriser la posture d'enseignant, praticien, chercheur? C'est vrai que quand on se lance dans une expérience comme celle-là, on est très souvent mis en zone d'inconfort. Et donc, pour qu'on puisse aller jusqu'au bout du processus, il y a absolument des choses à mettre en place. La première chose, c'est le cadre de travail, qui est souvent amené par le chercheur en lui-même. Et ce cadre de travail doit être clair. Il faut que l'on sache dans quoi on s'engage. Il faut que les étapes soient clairement identifiées et que les tâches qui vont être demandées à l'enseignant soient aussi déjà présentées dès le départ.
Il y a des leviers aussi à actionner au niveau de l'équipe. Ben, il faut, je pense, pouvoir instaurer vraiment un climat bienveillant. Tout le monde doit savoir qu'il a le droit de ne pas tout comprendre, qu'il a le droit de douter, de se décourager, et que c'est l'équipe qui va l'aider à avancer, et qu'on doit respecter le rythme de chacun et les craintes de chacun. C'est important que ça puisse être verbalisé. À côté de ça, l'enseignant a aussi des choses à mettre en place, bien sûr aidé par le groupe. Il faut que l'enseignant accepte de changer ses représentations, voire vraiment de renoncer à certaines. Il faut apprendre à penser autrement, apprendre à prendre du recul par rapport à ses pratiques pédagogiques, et ça se fera grâce aux théories. S'investir dans la formation. Il faut s'approprier tous les concepts qui vont être expliqués lors de la formation, il faut se les approprier. On ne peut pas aller plus loin s'il n'y a pas cet effort-là, et il faut aussi les réinvestir. Après, la collaboration aussi entre collègues est extrêmement importante pour que ça puisse avoir du sens après. C'est un travail d'école, c'est un travail d'équipe, et on ne peut pas faire cavalier seul, ça, c'est pas possible. Et enfin, je vais dire un formateur de qualité, c'est la chance que nous avons eue avec Pascal. Et c'est aussi quelque chose de très important pour garder la motivation dans l'équipe. Voilà, pour terminer, j'ai voulu reprendre cette petite phrase, c'est en se plantant qu'on pousse. Parce que oui, se tromper, c'est quelque chose, finalement, c'est une grande force de pouvoir se tromper et de savoir reconnaître que l'on se trompe et vouloir aller plus loin que son erreur. Donc voilà, merci en tout cas de votre attention. Bien, donc je vous remercie pour cette présentation, et donc nous allons avoir un temps avec l'ensemble des personnes présentes pour avoir des échanges. Donc tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, on va privilégier le micro et les échanges oraux. Si vous avez un souci avec le micro, bien sûr, vous pouvez tout à fait poser vos questions par le biais du chat. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer en vous demandant de repréciser peut-être certains points. Vous parlez de travail d'école et de travail d'équipe qui est forcément nécessaire pour mener à bien une telle action. Mais au départ, vous avez dit que vous étiez 4 écoles de la circonscription lancées là-dessus. Au niveau de ce travail, est-ce que ça a été un travail d'équipe cloisonné dans les 4 écoles, ou est-ce qu'il y a eu une véritable collaboration entre les différentes équipes? Les premières journées, en fait, où on était tous ensemble pour écouter Pascal nous parler justement des neurosciences, plasticité cérébrale, algorithmicité, etc. Mais après, chaque école s'est choisi des thèmes. Et, par exemple, et même au sein d'une même école, ils ont choisi, c'est une grosse école, ils ont choisi de se scinder en 2 groupes et ils ont travaillé sur 2 thèmes différents. Maintenant, nous, notre objectif entre directeurs, ce sera bien sûr après de se partager les travaux et de se partager les expériences. Voilà, on a décidé de s'associer parce que Pascal, en fait, c'était aussi un partage du projet. Ce sont des directeurs avec lesquels j'avais vécu cette première formation avec Pascal Toscani. Et donc, Pascal m'avait dit qu'on pouvait aller jusqu'à une 40aine de participants. Et donc, j'ai offert la possibilité à d'autres écoles de participer à cette recherche-action avec nous. Alors, vous avez dit avoir eu une excellente formatrice. Oui. Vous avez compris votre présentation. À quel rythme interviennent les temps de formation sur un plan de recherche-action de 3 ans comme celui-là? Donc, en fait, par année, nous avons 3 journées avec Pascal. Et puis alors, entre ces journées, il y a soit des lectures à lire, c'est beaucoup de lectures en fait en début de processus parce qu'il faut vraiment s'approprier les concepts. Et je pense qu'on ne peut pas faire un travail de qualité sans rentrer dans ces lectures. Et puis, une fois qu'on a déterminé son thème de travail, qu'on a déterminé sa problématique, alors la 2e année, c'est vraiment travailler sur
sur le thème que l'on s'est choisi. Et malheureusement ici, avec la crise sanitaire, évidemment, on n'a pu avoir qu'une journée de formation en présentiel avec Pascal. Et le reste s'est fait via visioconférence ou via mail, avec des allers-retours, les travaux que l'on envoie à Pascal qui nous fait son retour et tous les réajustements nécessaires. Mais ça, j'espère quand même qu'on pourra, pour la suite de la formation, le faire en présentiel. Alors, justement, par rapport à vous avez parlé de la formation à distance, mais j'imagine qu'en Belgique, vous avez également enseigné à distance. Oui, l'année dernière. Et à ce moment-là, sur les 3 mois de confinement, comment avez-vous pu poursuivre la recherche-action en distanciel? Oui, bien, nous, ce que l'on a fait dans l'école, mais évidemment, on est une petite équipe, mais je sais que mes collègues ont un peu procédé comme ça, c'est qu'on se voyait quand même régulièrement à l'école, en respectant bien sûr toutes les mesures sanitaires. Il a fait beau parfois, donc on s'est mis dans la cour de récréation quand on devait faire des réunions. Et moi, j'ai fait le relais en fait entre mes enseignantes puisque j'étais tous les jours à l'école. Donc, quand les enseignantes travaillaient sur quelque chose, on pouvait en discuter, mais on a discuté aussi de tout ce qui était à mettre en place avec cette crise sanitaire. Voilà comment on a procédé. Et puis, au mois de juin, donc nous, en fait, en Belgique, on a été confinés du 16 mars, je vais dire, à mi-mai. Et puis, on a pu revenir à l'école. Donc, c'est 1 mois et demi de confinement, en fait. On a pu revenir à l'école. Et pendant fin août, pendant nos vacances, on est aussi revenu à l'école pour travailler là-dessus. Et on a d'ailleurs eu 2 journées de formation avec Pascal pendant ces temps-là. Donc, c'était une volonté de l'équipe de pouvoir aussi, d'accepter de venir aussi pendant des jours de vacances pour travailler sur notre projet. En termes de communication, vous avez parlé de la manière dont les élèves perçoivent en fait cette recherche-action. Vous avez parlé des enseignants. Je voudrais revenir sur les parents et la manière dont ils ont perçu ce projet et continuent à l'appréhender au fur et à mesure de son avancée. Alors ici, en fait, on n'a pas encore fait un retour complet aux parents pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore mis les activités en place dans les classes. Donc, on vient de finaliser toutes les activités. Et là, maintenant, l'étape suivante, c'est de faire les activités avec les élèves en classe. On va présenter ça aux parents, malheureusement aussi par visioconférence à un moment donné, parce qu'on ne sait pas les réunir, mais ça aurait été bien sûr bien plus gai de pouvoir avoir un échange avec tout le monde. C'est sûr que dès l'instant où tout va être mis en place, début d'année scolaire prochaine, j'espère bien pouvoir réunir les parents et leur expliquer le tout. Peut-être une dernière question de ma part et ensuite je laisserai les participants s'exprimer. Je reviens sur le titre et l'intitulé de l'atelier qui est « Choisir de se former par la recherche plutôt que par la formation en neurosciences ». Nous sommes au cœur de cette action recherche. Que diriez-vous justement pour répondre à cette question sur peut-être la durée, la mise en pratique qui est possible en classe grâce à la recherche-action, les retours d'expérience, etc., par rapport à une formation plus classique? Pour moi, en tout cas jusqu'à présent, c'est vraiment de dire que quand vous allez à une formation classique, vous revenez très très souvent avec des outils que vous n'avez pas spécialement créés et que vous réinvestissez dans votre classe sans toujours avoir pris de la hauteur par rapport à ces outils et savoir exactement comment les utiliser au mieux. Ici, vraiment, les théories apportent un plus, même si c'est parfois plus difficile pour nous, mais je pense que cet éclairage théorique nous permet d'évoluer dans nos pratiques et d'aller plus loin, nous mène plus loin. Et puis alors, c'est une formation sur la longueur. En général, les formations qui sont proposées, ce sont des modules de 2 ou 3 jours. Ici, c'est une formation qui va durer 3 ans. Alors oui, c'est 3 jours par année, mais entre-temps, il y a du travail par rapport à ça. Un autre point, c'est que le fait de le faire en équipe, mais ça amène une dynamique vraiment différente dans l'école et
Et je vois qu'on en parle très souvent, on discute, voilà, on exprime ses craintes, ses difficultés. Il y a toujours quelqu'un qui, à ce moment-là, peut aider les autres. J'étais très sensible à ce que tu disais, Anne, sur la nécessité de prendre de la hauteur et de ne pas avoir du prêt-à-porter pédagogique, mais de pouvoir réfléchir. Et je trouve que, en tout cas, pour moi qui accompagne, je crois, les enseignants dans mon métier, je trouve que ça, c'est une véritable évolution. Parce que je trouve qu'enfin, les enseignants, comme ton équipe, se considèrent comme des enseignants, praticiens, chercheurs. Quand on est enseignant, on est forcément chercheur, puisque la recherche avance très très vite, les connaissances en neurosciences ou autres avancent extrêmement rapidement. Et donc c'est un petit peu comme un médecin qui, lui, ne peut pas cesser de s'interroger sur l'évolution de sa spécialité. L'enseignant est dans cette recherche aussi, et je trouve que c'est plutôt très, très positif que les enseignants, enfin, se considèrent comme des ingénieurs de formation ou comme des enseignants praticiens-chercheurs. C'est ce qu'ils sont, c'est ce que vous êtes. Et puis alors, c'est une réflexion d'une de mes enseignantes, mais je trouvais qu'il était très juste, et qui disait, oui, on est en classe avec nos élèves, on essaie bien sûr de mettre le maximum de choses en place pour les aider, et il arrive parfois que ça se fasse de manière intuitive. Et ici, justement, l'éclairage des théories nous permet de mieux comprendre. Ah ben oui, finalement, on a fait ça, mais c'est normal parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, on comprend encore mieux et on peut aller plus loin, justement, dans ce que l'on met en place. C'est vraiment très intéressant comme démarche. Oui. Et puis, je dirais en retour à ce que tu disais, peut-être que les enseignants ont besoin du travail de la recherche, mais en tant que chercheurs, je crois qu'on a absolument besoin du regard des enseignants, parce que la recherche en neurosciences est un regard particulier sur le cerveau, mais le regard de l'enseignant qui lit ces documents de recherche et qui ont un regard particulier sur les élèves est un regard complémentaire. Et la recherche en neurosciences n'a sa place dans l'éducation que parce qu'il est accompagné par le regard des enseignants qui ont ce regard différent et complémentaire. On se tromperait en tant que neuroscientifique si on travaillait tout seul en disant dans le top-down, bien voilà comment fonctionne le cerveau, faites comme ça, et on se tromperait. Et votre regard en tant qu'enseignant et équipe d'enseignantes est aussi importante que celui du chercheur, peut-être même prioritaire puisqu'il s'agit de la classe. Ça faisait un peu partie aussi d'une des résistances. Hein. C'est un peu une méfiance par rapport au monde de la recherche en disant mais est-ce qu'ils savent réellement ce que nous on vit sur le terrain? Et puis au final, c'est comme tu viens de le dire, on remarque qu'on s'apporte l'un l'autre quelque chose justement par... Bien sûr. Et je crois que le monde de la recherche est responsable. Oui. On a une expression terrible en université qu'on utilise encore de manière assez épouvantable, qu'on dit on descend, en fait on descend travailler avec le public et on monte travailler à l'université, qui donne bien une hiérarchie dans l'illusion de la compétence et l'illusion de la connaissance. Les connaissances sont juste partagées et on ne descend pas et on ne monte pas, on collabore. Une question. Anne, est-ce qu'il faut que ça soit un travail d'équipe interdisciplinaire ou bien peut-on faire ce travail dans une même équipe, par exemple de maths, etc. Oui. Au départ, en fait, Pascal n'avait pas demandé que ce soit l'équipe complète qui se lance dans cette formation recherche. Je crois que c'est juste, Pascal, tu nous avais proposé que ce soit un groupe d'enseignants qui rentrent dans cette formation-là. Donc, moi, en fait, j'entends que vous parlez de professeurs de maths. Donc, moi, dans mon école, nous sommes des instituteurs. Donc, ce sont des personnes qui donnent toutes les branches maths, français, etc., dans leur classe. Maintenant, je pense que... Pascal complétera sûrement, mais je pense que réellement, oui, ça peut être que les professeurs de maths qui mettent ça en place et puis peut-être que par contagion, d'autres professeurs auront envie aussi de se lancer dans cette démarche.
parce que c'est vraiment intéressant, vraiment très, très intéressant. Je ne sais pas ce que Pascal en pense. Alors, je dirais que même dans la même logique, au sein des disciplines, pour un travail de recherche collaboratif comme celui-ci, alors c'est différent parce que c'est le primaire, comme tu le dis, mais dans le secondaire ou dans le lycée, il faudrait qu'il y ait le maximum de disciplines représentées pour la même raison, en fait, pour la variété des regards. Justement. Et comment peut-on commencer un projet pareil, Pascal? Je ne sais pas dire parce que c'est la demande des établissements en fait. Ah, voilà, c'est ça. Donc, il faut que mon établissement ou bien le chef de mon établissement contacte la MLF, vous contacte à vous. Je dirais que c'est d'abord un projet d'établissement. Je crois qu'il ne serait pas souhaitable que quelques enseignants se lancent dans cette démarche si ce n'est pas un projet d'établissement. Parce que, comme le disait Anne, ça suppose une modification de la posture de l'enseignant, ça suppose des modifications de pratique et il faut qu'il y ait forcément un aval de la direction qui participe dans cette formation. Anne, qui est chef d'établissement, et les autres chefs d'établissement des écoles collaborent. Et je crois que c'est une des clés de voûte. C'est-à-dire si les chefs d'établissement ne sont pas engagés dans la recherche, par expérience, je peux dire que c'est un échec annoncé. Merci beaucoup. Alors, il y a une question dans le chat de Christian Philibert. Pouvez-vous clarifier le concept de métacognition et sa mise en œuvre avec des enfants? Oui, donc dans la partie questionnement métacognitif, c'est en fait tout ce qui est les exercices d'hypothèse auxquels on va essayer de former les enfants, d'entraîner les enfants. C'est tout ce qui est la réflexion par rapport à leur démarche. Et prendre conscience de comment ils fonctionnent, de ce qu'ils ont mis en place, de pourquoi ils ont fait. Je vais parler de l'erreur, moi, évidemment, et de comment ils peuvent essayer de remédier à leurs erreurs. C'est tout ce questionnement-là par rapport à leur mode de fonctionnement et à leur démarche mentale. J'avais une question, mais je n'arrive pas à lever la main. Oui. Si. J'ai une préoccupation. Pardon. Ah, attendez, on va faire dans l'ordre. J'ai une préoccupation. Oui, attendez. Il y a Jérôme qui va intervenir d'abord et ensuite vous pourrez poser votre question. Oui, je vous remercie infiniment. J'avais juste une demande de précision sur le mode de récolte justement de cette information. Quand vous interrogez les enfants sur justement la métacognition, sur comment ils verbalisent, comment ils pensent ou comment ils vont utiliser tel ou tel outil, comment vous récupérez cette information-là? Est-ce que vous les enregistrez, vous écrivez ce qu'ils disent, vous les filmez? Voilà, en gros, c'est le mode de récolte. Donc, nous, en fait, on n'est pas encore à cette étape-là. Et ce qui est un petit peu particulier dans mon école, c'est que c'est une petite école. Et donc, là c'est Pascal qui va nous orienter, qui va nous aider justement dans cette partie de récolte de données par rapport à ça. Pascal, là, je te laisse la parole aussi, puisque je ne sais pas ce que tu vas nous proposer. Oui. C'est une question importante parce que c'est une des raisons pour laquelle il est important de faire de la recherche-action, parce que les enseignants font des choses vraiment extraordinaires dans plein d'endroits du monde et ce n'est malheureusement pas assez valorisé, peut-être pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure par rapport à l'université, mais et quand on demande aux enseignants ce qu'ils ont fait ou comment ils ont fait, et ils me disent ben voilà, ça a marché, et on voit que ça a marché. Et de fait, ce qu'ils font marche bien parce qu'ils voient des progressions de la part de leurs élèves, et ça c'est extrêmement important. Et malheureusement, justement, on leur dit oui, mais bon, c'est un petit peu limite, est-ce qu'il n'y a pas les chiffres? Alors je ne sais pas si les chiffres sont si importants que ça, mais ils ont leur importance. Alors ça me fait penser à la Finlande, parce qu'avec le laboratoire, on est parti rencontrer les enseignants et travailler dans des écoles finlandaises. Et on avait posé une question à un maître de conférence et on lui disait, mais voilà, en Finlande, comment vous évaluez vos élèves? Puisqu'on savait que le système d'évaluation était différent. Et elle nous disait, je ne comprends pas votre question. Et on disait, enfin quand même, vous avez bien compris notre question, c'est quoi? Comment vous évaluez vos élèves? En gros, ça voulait dire, vous leur mettez bien des notes et en fait des mauvaises notes aussi. C'était un petit peu ça la question.
Et alors elle disait, mais je comprends pas ce que vous dites. Et alors on a insisté, enfin la personne a insisté, puis après elle dit avec beaucoup d'humour, elle dit ah oui, l'évaluation. Elle dit, mais enfin, je le vois bien puisque j'ai des élèves en face de moi. Donc c'est un autre regard sur l'évaluation qui se passe peut-être de l'aspect un petit peu quantitatif, mais pour ce qui est de la recherche, je pense que c'est important que les enseignants puissent prouver qu'effectivement il y a des résultats et que les résultats sont probants parce que ça relève d'une recherche action collaborative, mais une recherche. Et former les enseignants à l'explication de leurs résultats, c'est-à-dire la recherche quantitative ou la recherche qualitative, il y a plusieurs manières d'évaluer ces résultats, fait partie de la formation. Effectivement, alors ils sont dans la 2e année, donc ça sera pour la 3e année, où effectivement ils apprendront à trouver l'outil d'évaluation qui correspond le plus à leur dispositif. Et à partir de là, on va rentrer dans une méthodologie d'analyse des résultats et de critique des résultats et des critiques sur l'expérimentation en général. Bien. Je crois que c'est la partie la plus importante du travail, parce que c'est un regard sur le dispositif et puis alors là, du coup, on est dans une forme de métacognition, mais du coup, du travail des enseignants par rapport à leur pratique de recherche. Oui, Fatih, Mariam, vous pouvez poser votre question. Je voudrais savoir si on peut mener un tel projet avec des enfants plus âgés, parce que là, je comprends que le projet a été mené avec des enfants de 2 ans et demi à 12 ans. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Merci. On n'a pas entendu la dernière partie de votre question. Oui, Pascal, elle disait que le projet présenté a été mené pour des enfants de 2 ans et demi à 12 ans. Enfin, je disais que le projet qui a été présenté a concerné des enfants âgés de 2 ans et demi à 12 ans. Oui. Alors, est-ce qu'on peut... Ça coupe, mais la question que vous voulez poser, c'est est-ce qu'on peut faire ça pour les plus grands? Oui. En collège, lycée. Alors, on fait ça pour les collégiens, les lycéens, voire même l'enseignement supérieur à l'université. L'important est de se focaliser sur un projet qui modifie sa pratique pédagogique, modifier sa posture pédagogique pour l'école du 21e siècle, parce que derrière ces recherches menées dans les établissements, c'est bien de retravailler sur l'école du 21e siècle qui ne doit pas ressembler à l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Alors justement, Pascal, il y a une autre enseignante qui est enseignante en lycée, justement, et qui dit être très intéressée par cette démarche. Mais comment présenter ce type de projet à mon chef d'établissement? Existe-t-il un document ou une vidéo de présentation? Alors oui, il existe un document où on explique la démarche. D'ailleurs, si vous voulez à nouveau regarder, si vous pouvez avoir sur la chaîne YouTube de la Mission laïque française, la présentation d'Amélie qui a été faite hier. Il me semble que c'est la seule en lycée pour l'instant. Amélie présentait le dispositif d'action recherche en seconde autour du système attentionnel. Donc, elle a vraiment expliqué la démarche. Je crois que si vous regardez cet atelier-là, donc hier 17h30, je crois que vous allez avoir une bonne représentation de ce qu'on fait en lycée. Alors, c'est la même démarche que ce que présentait Anne, mais évidemment avec des contenus différents puisque ce sont des personnes de lycée. Donc, du coup, comme le disait tout à l'heure Hervé Schneewesch, les enfants ne sont pas ce sont pas des adolescents, ce ne sont pas des jeunes adultes. Le procédé est totalement différent. Mais, oui, il existe un document qui présente la démarche. Alors, comment faire? Je ne sais pas, c'est vrai que ça dépend tellement des logiques d'établissement, de l'histoire de l'établissement, de la dynamique de l'établissement, d'établissements qui se questionnent et puis d'autres qui ne se questionnent pas. Donc, c'est très difficile d'avoir une réponse générale à cette question-là. Mais en tout cas, c'est important de lancer l'idée. Et si on lance l'idée, peut-on vous contacter après? Et si oui, comment? Vous pouvez avoir... il faut contacter la Mission laïque française. D'accord. D'accord. Une autre question pour Anne. Le projet, c'est pour 3 ans. Vous travaillez sur un même groupe durant ces 3 ans ou bien vous avez décidé de
continuer quand même le projet avec d'autres élèves? Pour le moment, en fait, toutes les enseignantes étant impliquées dans le projet, on va travailler avec tous les élèves de l'école. Tous les élèves vont faire partie vont être nos cobayes, si on peut dire. Voilà. Parce que toute l'équipe s'y est mise. C'est excellent. Oui. Merci pour votre témoignage. Oui, bonjour. Pardon, s'il vous plaît. Je vais poser une question à Madame Pascal. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y. S'il vous plaît, est-ce que je veux savoir, est-ce que ce projet est bénéfique pour les enseignants des langues étrangères? Ça veut dire, ici en France, il y a des enseignants qui enseignent soit la langue arabe, soit la langue allemande, soit autre langue. Est-ce qu'il peut être bénéfique pour ces enseignants? Merci. Alors, j'espère que je comprends bien votre question. Il y a une des équipes de la mission laïque française, d'ailleurs en Espagne, qui travaille en action recherche, qui a choisi de travailler sur le bilinguisme et les effets sur la mémoire. C'est-à-dire, est-ce que la mémoire de travail est facilitée par le bilinguisme? Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est une des recherches qui a été orientée et je trouve qu'elle est fort intéressante sur les effets du bilinguisme. Mais je ne sais pas si c'est ça votre question. Madame Pascal, s'il vous plaît, excusez-moi, je veux revenir chez vous. Excusez-moi, la question est la suivante. Il y a des enseignants ici en France qui accueillent des élèves de nationalités différentes et qui enseignent la langue, soit une langue étrangère, disons une langue étrangère, ou bien une langue vivante. Est-ce qu'on peut leur appliquer ce projet, sachant qu'il y a, premièrement, la diversité des élèves, deuxièmement, une autre langue qui est facultative et qui n'est pas administrativement obligatoire, troisièmement, il y a des enseignants qui sont venus de l'étranger et qui sont limités dans leur temps de travail ici en France. Est-ce qu'il peut être bénéfique pour bien penser d'intégrer les neurosciences en faveur de ces élèves et en faveur pour mieux améliorer l'acquisition de ces enseignants? Et merci. Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Le projet, comme le spécifiait Anne, est toujours un projet d'équipe. Donc, dans une équipe d'enseignants, il se peut qu'il y ait des enseignants de langue française, mais il se peut qu'il y ait aussi des enseignants d'autres langues, d'autres origines linguistiques. Je ne sais pas si le bénéfice est plus important pour ces personnes-là, puisqu'il s'agit d'un projet d'équipe. L'important dans ce type d'action recherche, en termes de bénéfices, c'est pour ce qui concerne les enfants. Et dans une école ou une classe qui recevrait des enfants, je pense par exemple à une classe de réfugiés avec des enfants de langues très très différentes, de cultures très différentes, du coup ça ferait un projet extrêmement spécifique qui serait à déterminer avec une équipe. Donc, ou peut-être là, l'importance, ça ne serait pas du tout la métacognition, ou ça ne serait pas du tout le système mnésique. Il y a sans doute autre chose à travailler dans un projet d'équipe en intégrant les neurosciences avec ces enfants-là. Et si vous parliez tout à l'heure de bénéfices, les bénéfices sont, et là je pense que Anne peut en parler mieux que moi, mais sont importants pour les enfants, mais sont aussi importants pour les enseignants, puisque l'objectif, c'est un changement de posture. Comme Anne, tu le disais, ça suppose de revoir son enseignement différemment, quelle que soit finalement sa langue d'origine, quelle que soit la discipline que l'on enseigne. L'important, c'est de travailler ensemble, une équipe d'adultes travaillant ensemble auprès d'enfants différents. De toute façon, par nature, les enfants sont tous différents, même s'ils sont de langues différentes, mais c'est vrai que la culture change la donne, puisque ça suppose pour les adultes de savoir s'adapter à ces enfants-là, et pas l'inverse. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Merci Madame Pascal, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a quelqu'un qui précise que la remarque du collègue est pertinente dans le sens où il faut une équipe stable.
Alors, effectivement, on s'engage sur un tel projet pour 3 années complètes. Oui. Et donc, si on n'a pas la certitude d'être présent dans son établissement pour ces 3 années-là, il est compliqué de se lancer dans une telle aventure. Oui, exactement. Mais d'expérience, pardon, vas-y Anne, vas-y. Je voulais quand même parler d'un exemple. Donc, moi, j'ai une de mes enseignantes qui s'est lancée dans ce projet, qui a fait 1 an avec nous, puis qui a été pensionnée et remplacée par une jeune enseignante. Le travail de l'équipe, ça a été aussi d'aider cette jeune enseignante à rentrer dans le projet. Donc, forcément, on lui a partagé déjà les lectures que l'on avait pu faire, on lui a donné des livres, on lui a donné nos ressentis, nos notes, etc. On lui a transféré tout ce que l'on avait eu. Et c'est sûr qu'au début, elle a pu poser toutes les questions qu'elle voulait et très vite, elle s'est mise dans le projet avec nous. Mais voilà, il faut être attentif à ça, mais ce n'est pas du tout mission impossible en tout cas. Oui, et je crois aussi qu'il faut que l'équipe de départ soit suffisamment consolidée dans ces apprentissages-là et dans le fait de maîtriser le dispositif. Mais d'expérience, les établissements qui ont intégré cette démarche-là, c'est quand le chercheur se retire et que les enseignants sont capables de prendre en charge les nouveaux arrivants, justement, comme tu viens de le dire, pour les intégrer dans le dispositif. Du coup, ils sont capables de prendre en charge, puisque en gros, le turnover, c'est tous les 3 ans dans les établissements. Et il y a du passage, et l'essentiel, c'est que c'est cette espèce de fil conducteur qui n'appartient pas aux gens, mais qui appartient à une institution, qui appartient à l'école en fait. Et c'est là qu'on voit justement que c'est un projet d'établissement. Ce n'est pas un projet de personne, mais c'est un projet d'établissement qui continue à vivre même si les personnes changent. Ça rejoint ce que dit Barbara dans le chat, c'est que ça permet le développement d'une culture d'école, d'une culture d'établissement, à travers la recherche-action. Oui, qui est le support fondamental. Et comme je l'ai précisé aussi au début, donc nous, on doit écrire ce qu'on appelle un plan de pilotage. Et je pense que justement, le fait d'avoir un projet fort nous permet de rentrer encore mieux dans ce plan de pilotage. On est autour d'un même projet et donc ça va se ressentir aussi pour la suite. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Je rajouterais, merci beaucoup pour cette belle formation, et je rajouterais que finalement l'enseignante qui rentre pour 1 année dans un établissement et qui participe à ce projet, finalement quand elle s'en va, elle part quand même avec un petit bout de quelque chose qui peut-être peut résonner aussi ailleurs. Bien sûr. Mais des graines qui ne sont pas inutiles même quand c'est pour 1 année finalement. Non. Et parfois aussi un petit peu la déception de ne pas pouvoir continuer à suivre cette formation. Maintenant, voilà, je pense qu'on est là au service des enfants. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas à un moment donné ou à un autre continuer à expliquer ce que l'on a vécu. Voilà. Mais c'est sûr que on ressort toujours avec quelque chose de ce type de formation. Bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous remercie. Et plus particulièrement, bien sûr, Anne Plumier pour sa présentation, Pascal pour tous les échanges que nous avons eus.